cette petite conférence va porter sur l'histoire d'un personnage qui est assez peu enseigné, assez peu raconté de l'histoire de la Bretagne, à savoir Alain de Veur, donc Alain le Grand, roi de Bretagne et unificateur. Alain le Grand, roi de Bretagne de 888 à 907, s'est imposé comme un chef breton défiant l'oppression de l'Empire carolingien, luttant pour l'indépendance de son peuple face à l'arrogance des Francs. Alain Ier, dit le Grand, a régné jusqu'à sa mort en 907. Son titre de roi, Rex Britanniae, attesté vers 890, affirmait son autorité souveraine sur la Bretagne. Après la mort de Charles le Gros en 888, l'Empire carolingien, rongé par des divisions internes et des invasions vikings, était incapable de soumettre la Bretagne. Arnulf de Carinthie, roi de Francie orientale dès 887, tolérait l'indépendance d'Alain, trop affaiblie pour imposer sa domination. Alain, par son pouvoir, rejetait l'impérialisme franc, affirmant un royaume breton libre. Alain s'imposa comme roi après la mort de Judicaël à la bataille de Questembert, qui eut lieu en 888 ou 889, unifiant donc les territoires bretons. Il consolida son autorité sur les territoires bretons, y compris Rennes et Nantes, que les Francs revendiquaient sans succès. Il régnait sur les territoires bretons de Léon, de Domnonée, Cornouailles et Levantais, ainsi que sur les régions de Rennes, Nantes, Coutances, Avranches et des parties occidentales de Poitou et d'Anjou, portant ainsi le royaume de Bretagne à son extension maximale. Cette expansion était un défi direct à l'Empire franc qui cherchait à réduire la Bretagne à une simple marche depuis des siècles. Après la mort de Carloman II en 884, Charles III le Gros avait succédé à la Francie occidentale, mais la Bretagne, sous Alain le Grand, resta indépendante. Après 888, Alain renforça cette indépendance face à Arnulf, successeur de Charles, brisant l'arrogance carolingienne. La Bretagne, au IXe siècle, est un espace où s'affrontent des forces contradictoires. Une volonté d'indépendance bretonne héritée des migrations celtiques face à la pression des Carolingiens et des invasions vikings. Les raids vikings frappaient durement. En 843, les Normands ravagèrent Nantes, tuant l'évêque Goar et massacrant les habitants. Alain, en repoussant les vikings et en dominant les Francs, maintint le pouvoir royal breton. Au IXe siècle, la Bretagne s'est décisivement constituée en un royaume indépendant. La chronique de Nantes décrit l'émergence de chefs bretons puissants, notamment Nominoé, d'abord nommé Missi Dominici par Louis le Pieux vers 831 pour superviser la marche vantaise au nom de l'Empire carolingien. Cependant, en 845, Nominoé rompt avec l'Empire franc, s'opposant à Charles le Chauve. La bataille de Ballon, le 22 août 851, relatée dans la chronique de Nantes, marque une victoire décisive. Les Bretons, sous Nominoé, défont l'armée franque et consolident l'indépendance bretonne. Les annales de Saint-Bertin confirment que Charles le Chauve, vaincu, reconnaît à Érispoé, fils de Nominoé, le titre de roi en 851 et doit céder les comtés de Rennes, Nantes et Retz. Ce titre souligne la capacité des Bretons à imposer leur statut face à un pouvoir franc en crise. Après la mort d'Érispoé en 857, assassiné par son cousin Salomon alors que le roi breton négociait un rapprochement avec le roi des Francs, la Bretagne sombre dans des luttes intestines. La chronique de Nantes rapporte que Salomon, devenu roi en 857, consolide son pouvoir en éliminant ses rivaux, mais son règne, qui s'achève en 874, est marqué par des tensions avec les comtes locaux, notamment à Vannes et en Cornouailles. Après 874, l'assassinat de Salomon par Pasquetaine et Gurwant exacerbe les divisions, rendant la Bretagne vulnérable aux invasions vikings et aux ingérences franques. Économiquement, l'économie bretonne repose sur une agriculture vivrière, centrée sur la culture de l'orge, du blé et du seigle, ainsi que sur l'élevage bovin et porcin. Les territoires fertiles de la Basse-Bretagne soutiennent une production agricole suffisante pour une population modeste. Le commerce maritime, crucial, s'appuie sur les ports de Nantes et de Quimper, qui exportent du sel et du vin vers les îles britanniques.
Les Annales de Saint-Bertin mentionnent des échanges avec l'Irlande et la Cornouaille britannique, facilités par la proximité culturelle des peuples celtiques. Cependant, les raids vikings, et notamment le sac de Nantes de 843, documenté encore par les Annales de Saint-Bertin, paralysent ce commerce. Les Vikings s'installent dans la Basse-Loire, utilisant Nantes comme base pour leurs expéditions, ce qui perturbe les routes maritimes et entraîne une récession économique. Les marchés locaux, comme celui de Redon, subissent également des pillages, réduisant les échanges internes. Guyot note que les Bretons se replient sur une économie de subsistance avec un recours accru aux réserves monastiques, comme à Landévennec, pour pallier les pertes. En termes de démographie, la population bretonne est majoritairement rurale, organisée en plous, donc les communautés paroissiales. Les centres urbains comme Nantes, Rennes et Vannes comptent quelques milliers d'habitants, mais restent modestes comparés aux cités franques. Les raids vikings, notamment à partir de 843, provoquent des déplacements massifs rapportés par la chronique de Nantes, qui indique que des populations fuient les côtes vers l'intérieur, notamment vers le Poer et la Cornouaille, qui sont moins exposés. Ces migrations fragilisent les structures sociales car les élites locales peinent à maintenir leur autorité sur des communautés dispersées. Les famines, exacerbées par les pillages, réduisent la croissance démographique, bien que les monastères, comme Landévennec encore une fois, servent de refuge temporaire. Culturellement, la Bretagne conserve une identité celtique distincte, marquée par la langue bretonne, issue du brittonique apporté par les conquérants de Grande-Bretagne jusqu'au 5e-6e siècle. André Chelville, dans La Bretagne des saints et des rois, publié en 1989, note que cette langue domine dans les campagnes et les élites, tandis que le latin est réservé aux clercs. Les récits oraux, comme les vies de saints bretons, notamment saint Gildas ou saint Samson, sont transmis dans les monastères et renforcent l'identité nationale. Les vies de saints de Landévennec, conservées malheureusement que partiellement, montrent une culture écrite en expansion, bien que limitée par les destructions vikings. Chédeville rapporte que les moines de Landévennec, fondés au 5e siècle, jouent un rôle clé dans l'évangélisation, mais les raids vikings qui pillent le monastère en 913, donc dans la chronique de Nantes encore une fois, perturbent cette dynamique. Les Bretons maintiennent des liens culturels avec la Cornouaille britannique, visibles dans les motifs artistiques des croix de pierre comme celle de Plougonven. Militairement, les Bretons s'appuient sur une armée mobile, composée de cavaliers et de fantassins adaptés aux terrains boisés et vallonnés. La chronique de Nantes décrit des tactiques de guérilla contre les Vikings. Les fortifications, comme le castrum de Redon, renforcent les défenses contre les raids. Les Annales de Saint-Bertin mentionnent que Nominoé mobilise des milices locales, souvent sous la direction de chefs de plou, pour contrer les incursions. Cependant, les Vikings, avec leurs dracars rapides, dominent les estuaires, rendant les côtes vulnérables. Les Bretons compensent par des alliances temporaires avec les Francs, comme en 849, lorsque Nominoé soutient Charles le Chauve contre une flotte viking, reportée, encore une fois, dans les Annales de Saint-Bertin. Religieusement parlant, l'église bretonne est organisée autour des évêchés de Nantes, Vannes, Quimper et Dole. Elle est un pilier de la société. Les évêques, souvent issus de l'aristocratie bretonne, jouent un rôle politique, comme l'atteste la chronique de Nantes pour l'évêque de Nantes, Gohard, qui est tué lors du sac de 843. Les monastères, notamment Landévennec, sont des centres de savoir, produisant des manuscrits extraordinaires, comme le cartulaire de Redon, qui détaille les donations foncières. Les raids vikings, particulièrement après 843, détruisent plusieurs évêchés, forçant les clercs à fuir à l'intérieur. Les Vikings, installés durablement dans la Basse-Loire après 843, transforment Nantes en base logistique, menaçant l'ensemble de la Bretagne. Les Francs, sous Charles le Chauve, tentent de conquérir les marches bretonnes, Rennes et Nantes notamment, mais les défaites face aux Bretons ruinent ces tentatives. Ces pressions combinées aux divisions internes post-874 créent un vide de pouvoir qu'Alain le Grand exploitera à partir des années 880 pour se hisser sur le trône de Bretagne et restaurer l'unité bretonne. Alain le Grand est né vers 850-860. C'est le second fils de Ridoret, comte de Vannes, qui est une figure influente de l'aristocratie bretonne selon la chronique de Nantes.
Sa famille est implantée dans le Vantais, c'est un pilier de la résistance bretonne face à l'Empire carolingien depuis la révolte de Nominoé en 845, qui était lui-même comte de Vannes. Son frère aîné, Pascoëten, devient comte de Vannes après la mort de Nominoé en 851 et partage le pouvoir avec Gurvan, comte de Rennes, après l'assassinat de roi Salomon en 874. C'est un événement qui est relaté encore dans les annales de Saint-Bertin. Alain grandit dans un contexte de guerre civile où les comtes bretons se disputent le contrôle de la Bretagne, tandis que les raids vikings, intensifiés après le sac de Nantes de 843, menacent la stabilité générale du pays. La chronique de Nantes indique qu'Alain succède à Pascoëten comme comte de Vannes vers 876, après la mort de ce dernier. À cette époque, il a à peu près 20 ans et assume un rôle de chef dans un Vantais vulnérable aux incursions vikings. Alain bénéficie d'une éducation militaire, probablement influencée par les traditions bretonnes de guérilla, adaptée au combat dans les forêts et marais contre les envahisseurs nordiques. Une charte du cartulaire de Redon montre Alain, alors comte du Brouwer-Orge, donc le Vantais, supervisant des transactions foncières, suggérant qu'il consolide son autorité par des alliances avec les élites et les monastères, notamment à Redon. La prise de pouvoir d'Alain s'inscrit dans une période de rivalité avec Judicaël, le petit-fils d'Erispoé, assassiné par Salomon en 857. Après la mort de Pascoëten et Gurvan vers 876-877, la chronique de Nantes rapporte qu'Alain, qui était comte de Vannes, et Judicaël, qui était basé dans le Poer, se disputent le contrôle de la Bretagne. Cette division affaiblit la Bretagne face aux Vikings, qui contrôlent Nantes et pillent les côtes. Alain, depuis Vannes, s'appuie sur les ressources de son comté, incluant ses fortifications et ses réseaux monastiques, pour asseoir son autorité dans le sud-est breton. En 879, la menace viking force une alliance temporaire entre Alain et Judicaël. Les annales de Saint-Bertin mentionnent une campagne conjointe contre une flotte viking dans la Loire, bien que sans victoire décisive. Cette coopération, documentée par la chronique de Nantes, repose sur la mobilisation des milices des Plous, qui fournissent des combattants pour les escarmouches. La mort de Judicaël à la bataille de Questembert contre les Vikings vers 888-889, relatée dans la chronique de Nantes, marque un tournant. Judicaël périt et laisse Alain comme seul prétendant au pouvoir. Entre 888 et 890, Alain consolide son autorité en ralliant les comtes orphelins de Judicaël, notamment dans le Poer et la Cornouaille. Il s'appuie sur l'église bretonne, en particulier les moines de Redon, pour légitimer son pouvoir. Une charte du cartulaire de Redon documente une donation d'Alain pour fortifier le monastère, renforçant son rôle de protecteur des institutions religieuses. Cette période voit Alain émerger comme chef unificateur du peuple breton, capable de surmonter les divisions internes. Après 888, Alain entreprend d'unifier les comtés bretons pour restaurer une autorité centrale absente depuis la mort de Salomon en 874. La chronique de Nantes décrit ses efforts pour rallier les comtes de Cornouailles, de Léon et de Poer, souvent divisés par des rivalités territoriales. Il établit sa cour à Vannes, renforçant les remparts de la ville, un choix stratégique en raison de son importance économique et de sa position côtière. Le cartulaire de Redon documente plusieurs donations d'Alain au monastère de Redon et Landévennec, consolidant son alliance avec l'église bretonne, un pilier de l'unité nationale. Alain s'inspire des structures administratives carolingiennes tout en préservant les traditions bretonnes. Il nomme des vicomtes, comme à Nantes, pour gérer les comtés périphériques selon les chartes du cartulaire de Redon. Flodoard rapporte une rencontre avec Charles III le Gros en 886 qui reconnaît son autorité et sollicite son appui contre les Vikings. Cette diplomatie pragmatique lui permet de limiter les ingérences franques dans les marches bretonnes. Alain arbitre des conflits locaux, comme une dispute foncière à Vannes en 892, renforçant son rôle de chef unificateur. La victoire de Saint-Lô en 890, relatée dans la chronique de Nantes et les annales de Saint-Bertin, joue un rôle clé dans le renforcement de l'autorité royale. Alain, à la tête d'une coalition bretonne, repousse une flotte viking dans le Cotentin, poursuivant les envahisseurs jusqu'à une rivière où beaucoup d'entre eux se noient. Cet exploit renforce le prestige d'Alain. Cette unité, bien que fragile, renforce et restaure une cohésion politique et militaire en Bretagne. En 890, après la victoire de Saint-Lô, Alain est reconnu comme roi de Bretagne.
Une charte du cartulaire de Redon le désigne comme Rex Britanniae, un titre exceptionnel dans le contexte carolingien. La charte d'Angers de 903 confirme ce statut où Alain est appelé Gloriossissimus Rex, ou roi très glorieux, en présence de sa femme Aurégouène et de ses fils Vuerech et Pasqueten. Cependant, le chroniqueur franc Flodoard utilise parfois le terme dux pour Alain, reflétant la perspective politique franque qui tente de minimiser l'indépendance bretonne. Les moines de Landévennec, gardiens de la mémoire bretonne, contribuent à propager l'image d'Alain comme roi, renforçant sa légitimité auprès des élites bretonnes. Ce titre, obtenu par ses succès militaires et son héritage familial, consacre Alain comme le symbole incontesté du pouvoir et de l'indépendance bretonne. Alain le Grand donc est devenu roi de Bretagne en 890. Il mène des campagnes militaires décisives contre les Vikings qui menacent la Bretagne depuis le sac de Nantes de 843. La chronique de Nantes rapporte que les Vikings installés dans la Basse-Loire utilisent Nantes comme base pour des raids dévastateurs. Ils pillent les côtes et les vallées intérieures, et notamment le Vantais et la Cornouaille. Après avoir unifié les comtés bretons, Alain concentre ses efforts sur l'expulsion de ses envahisseurs pour restaurer la sécurité et l'économie territoriale. Le moment clé de cette lutte est la bataille de Saint-Lô en 890 dans le Cotentin, un territoire qui était alors intégré au royaume de Bretagne. Les annales de Saint-Bertin décrivent comment Alain, à la tête d'une coalition bretonne, défait une flotte viking ravageant la région. Les Bretons, exploitant leur connaissance des terrains vallonnés et marécageux, poursuivent les Vikings jusqu'à une rivière, qui est probablement la Vire, où de nombreux envahisseurs se noient en tentant de fuir. La chronique de Nantes date cet événement précisément en 890 et souligne son importance. Cette victoire affaiblit l'emprise viking sur les côtes nord-ouest de la Bretagne, sécurisant temporairement le Cotentin. Avant Saint-Lô, Alain participe à des escarmouches dès 879 en collaboration avec Judicaël, son rival pour le trône breton. La chronique de Nantes mentionne des combats dans le Vantais contre des raids vikings où Alain, alors comte de Vannes, organise la défense des terres locales. Après la mort de Judicaël à Questembert en 888 ou 889, relatée dans la chronique de Nantes, Alain assume seul la direction des campagnes anti-vikings. Des opérations secondaires ont lieu entre 890 et 895 dans la Basse-Loire, où Alain déloge les Vikings de campements temporaires. Les annales de Saint-Bertin mentionnent un affrontement près de Redon en 892, où Alain repousse un raid viking, sécurisant le monastère et ses terres environnantes. En termes de stratégie militaire, Alain s'appuie sur une combinaison de fortifications défensives et de tactiques de guérilla pour contrer les Vikings. La chronique de Nantes décrit ses efforts pour renforcer les remparts de Vannes, un centre stratégique du Vantais, afin de prévenir les débarquements surprises qui sont si chers aux Vikings. Le cartulaire de Redon documente une donation d'Alain pour fortifier le monastère de Redon, transformant ce site religieux en un castrum de terre et de bois capable de résister aux assauts nordiques. Ces fortifications, bien que modestes, jouent un rôle clé en ralentissant les Vikings le long des rivières de la Vilaine et de la Loire, où leurs dracars sont vulnérables dans les eaux peu profondes. Alain mobilise également les comtes de Cornouailles, Léon et Poher pour former une coalition militaire. La chronique de Nantes rapporte qu'il rallie plusieurs centaines de combattants, principalement des cavaliers et des fantassins issus des Ploucs, entraînés pour des attaques rapides dans des terrains boisés. Tonnerre note que cette mobilisation repose sur des alliances locales, souvent fragiles en raison des rivalités entre comtes, mais renforcées par le prestige d'Alain après Saint-Lô. Une charte du cartulaire de Redon montre Alain coordonnant la défense des terres monastiques, mobilisant les communautés rurales pour fournir hommes et ressources. Cette stratégie permet de compenser la faiblesse numérique des forces bretonnes face aux Vikings. De l'autre côté, parallèlement à ces campagnes contre les Vikings, Alain résiste aux ambitions franques visant à soumettre la Bretagne à l'autorité carolingienne. Les annales de Saint-Bertin rapportent que Charles III le Gros, empereur de 881 à 887, cherche à imposer des comtes fidèles dans les marches bretonnes, notamment Rennes et Nantes, pour contrôler le pays. Alain, conscient de la menace, adopte une diplomatie pragmatique. Flodoard mentionne une rencontre en 886 avec Charles, où Alain impose son autorité et forme une alliance pour combattre les Vikings, un nouvel ennemi commun. Cette entente, bien que temporaire,
empêche les ingérences franques dans les affaires bretonnes. Après 888, avec l'accession d'Eudes au trône de Francie occidentale, les pressions franques contre la Bretagne s'intensifient. Flodoard indique qu'Alain refuse de prêter serment à Eudes, fort logiquement, affirmant ainsi l'indépendance bretonne. La chronique de Nantes rapporte qu'il renforce les marches orientales, notamment autour de Rennes, pour contrer d'éventuelles incursions des Francs. Alain s'appuie sur l'église bretonne, et notamment les évêchés de Vannes et de Nantes, pour consolider son autorité face aux ambitions franques. Une charte du cartulaire d'Angers montre Alain désigné comme Rex, nommant l'évêque Fouché à Nantes vers 897, renforçant le contrôle breton sur les institutions religieuses. La victoire de Saint-Lô et les escarmouches secondaires affaiblissent les Vikings, mais leur présence persiste dans la Basse-Loire, comme le rapporte Flodoard. Alain parvient à sécuriser des zones clés comme Vannes et Redon, mais Nantes reste malheureusement vulnérable. Contre les Francs, sa diplomatie limite les ingérences dans les marches, mais la Bretagne reste sous pression, notamment après l'accession de Charles le Simple au trône de Francie en 898. Les campagnes d'Alain, bien que réussies, ne permettent pas une expulsion définitive des Vikings, et son opposition aux Francs repose davantage sur la diplomatie que sur des victoires militaires directes. Alain maintient l'indépendance bretonne jusqu'à sa mort en 907, mais les divisions internes entre comtes et la persistance des raids vikings limitent la portée de ses succès pourtant très réels. La chronique de Nantes souligne que son règne marque une apogée de la résistance bretonne, préparant le terrain pour les luttes futures sous ses successeurs. Alain le Grand est souvent considéré comme le dernier roi véritable de Bretagne, un titre qui reflète son autorité incontestée et son rôle dans la consolidation du royaume face aux menaces extérieures que sont les Vikings, mais aussi les Français. Son règne a été caractérisé par une stabilisation politique et économique, permettant des avancées significatives comme la reconstruction de Nantes et la restauration de sa cathédrale sous l'épiscopat de Fouché. Alain a également réussi à établir des relations diplomatiques avec les Carolingiens, étant reconnu comme roi, ce qui a renforcé sa légitimité. Cependant, son absence d'héritier direct a posé un problème crucial. Alain le Grand n'a pas laissé de descendants pour lui succéder, ce qui a créé un vide au sommet du pouvoir breton. Ce vide a été rapidement exploité par les forces extérieures, notamment les Vikings, qui causaient déjà des ravages intermittents dans la région. La mort d'Alain le Grand en 907 a marqué le début d'une période de déclin pour le royaume de Bretagne. Le roi Gourmaelon, comte de Cornouailles, qui lui a succédé brièvement en 908, n'a pas été à la hauteur des défis, mourant en 913, l'année même où l'abbaye de Landévennec a été détruite par les Vikings. Cette période de transition a vu le royaume breton devenir vulnérable à une occupation prolongée par les forces nordiques. L'absence d'un leadership fort a également entraîné une fuite des élites bretonnes vers l'étranger, laissant le territoire sans défense effective. Les Vikings, profitant de cette faiblesse, ont envahi et occupé une grande partie de la Bretagne, pillant les villes et les monastères et établissant de nombreuses bases permanentes. C'est donc comme notamment à Trans-la-Forêt, mais aussi au Camp Péran. Cette occupation a duré plusieurs décennies, transformant profondément la société bretonne et laissant un héritage de destruction et de reconstruction. L'occupation viking de la Bretagne, qui a débuté intensément après 907, a été marquée par des raids destructeurs et une présence militaire soutenue. Les Vikings, sous la direction de chefs comme Ragenold, ont non seulement pillé, mais aussi tenté de créer un État viking en Bretagne, similaire à celui de Normandie fondé par Roland. Cette ambition a été partiellement réalisée avec des fortifications vikings comme à Trans-la-Forêt, qui a résisté jusqu'à sa conquête par Alain Barbetorte en 939. L'impact de l'occupation viking a été dévastateur sur le plan économique et social. Les infrastructures ont été détruites, les populations ont été décimées ou déplacées, et les institutions religieuses, qui étaient les piliers de la société médiévale, ont été gravement touchées. Cependant, cette période a aussi forgé une résistance bretonne, alimentant un désir de reconquête et de restauration de l'indépendance. Cette époque a été marquée par la figure d'Alain Barbetorte, petit-fils d'Alain le Grand. Né en exil, Alain Barbetorte a grandi en Angleterre avant de retourner en Bretagne pour mener la conquête du royaume de Bretagne. Le 1er août 938, il a réussi à expulser les Vikings de Trans-la-Forêt, marquant la fin de l'occupation nordique
et le début d'une nouvelle ère pour la Bretagne. Je vous remercie.